rebaptisé socialisme réel ou tout ce que vous voulez. On a vu le traitement de choc par Gorbatchev de la maison vétuste a été extraordinaire. En 4-5 ans, il avait détruit l'Union soviétique. Alors ça, on peut dire que ça a été radical comme traitement de choc. Alors, est-ce que Hussein Barack Obama sera le Mikhail Gorbatchev des États-Unis d'Amérique? Figurez-vous que je le pense. Je suis peut-être le seul à le penser, mais je le pense et je me permets de vous le dire. On ne joue pas avec certains symboles, on ne repeint pas une maison d'une certaine façon. Hein. En France, on est bien placé pour savoir, somme toute, que l'habit fait le moine et qu'il y aura une contradiction terrible dans Hussein, la baraka, Obama. Nous verrons si la baraka lui servira à quelque chose dans un pays dominé par les anglo-saxons. Nous le verrons. Alors vous me direz, je m'écarte de mon sujet. Pas du tout, pas du tout. Les discours de la campagne électorale de M. Obama, ces discours actuels, plus rares et très prudents, sont très clairs. D'ailleurs, les Russes s'y sont pas trompés. Immédiatement, il y a eu une déclaration furieuse d'un certain M. Medvedev, qui est l'homme le plus pondéré, paraît-il, de la direction russe, qui n'a pas du tout apprécié la menace très claire. Il faut que la Géorgie rentre dans l'organisation temporaire de l'Atlantique Nord. Temporaire, elle aussi, elle commence à durer pour quelque chose de temporaire. C'est très clair, c'est une déclaration de guerre à peine voilée contre la Russie. Eux, ils ne s'y sont pas trompés. D'autres apprendront bientôt à leurs dépens ce que signifie la politique étrangère dictée à M. Obama par les puissances qui l'ont fait élire. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le candidat dit conservateur, McCain, a été battu essentiellement par manque d'argent. Il n'a pas pu s'acheter assez de médias pour contrôler la population nord-américaine. Curieux, n'est-ce pas? Les Chinois sont en train de réfléchir beaucoup aussi. Eh bien donc, nous voyons que ce n'est pas salué par tout le monde. Or, je rappelle le conflit Géorgie-Russie, très rapidement, il s'en est fallu de peu. Si ce conflit avait duré quelques semaines, croyez-moi que toute l'Europe en aurait entendu parler, car les Russes auraient été jusqu'au bout. Ce qui signifie que tôt ou tard, ils nous auraient punis collectivement, y compris français, qui nous n'étions pas directement impliqués dans le soutien aux Géorgiens, qui ignorions pour la plupart les noms d'Ossétie du Sud, Ossétie du Nord, tout au plus si quelques attardés comme moi savaient que Staline était d'origine géorgienne et par sa mère Ossète du Sud. Ce qui explique d'ailleurs beaucoup de choses sur le déclenchement de ce conflit, mais peu importe. Alors, en quoi cela nous concerne-t-il ici, maintenant, et à Paris, dans cette salle? Eh bien, nous ne saurions oublier que eh bien, l'armée française a été expédiée par le socialiste Jospin, Lionel Jospin, en Afghanistan. Qu'elle y est encore qu'hier, l'un des nôtres, de notre sang, a été déchiqueté par une mine et qu'un de ses camarades est dans un triste état. Je les salue. Pourquoi? Parce que pour moi, ils sont morts pour une cause aberrante. Quand est-ce que l'Afghanistan nous a menacés? Quand l'Afghanistan nous a-t-il déclaré la guerre? Qu'est-ce qu'on en a à faire des affaires d'Afghanistan? Si les Américains avaient été logiques, ils bombardaient les quartiers immigrés de Munich, ils bombardaient les quartiers immigrés de Hambourg, puisque ceux qui ont démoli, à ce qu'on nous dit, la fameuse tour de New York, les tours jumelles de New York, venaient tous de là-bas. Pas un n'était parti d'Afghanistan. Pas un. Et l'instrumentation technique, technologique, pratique de ce qui s'est passé le fameux 11 septembre 2001, personne ne peut incriminer, ni de près, ni de loin, l'État afghan, qui était prêt d'ailleurs à livrer Ben Laden pieds et poings liés, ce qui n'a pas satisfait les Américains auxquels ça a été assuré, et qui ont quand même attaqué et occupé ce pays pour le prix de 12 tués. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 1000. Ça a quand même enflé. Ça avait été une promenade militaire. La totalité de la presse française s'en félicitait. Quel est le résultat aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan avant-hier, si vous voulez? Allez, 1014 morts, dont 63% sont des Américains, dont 23% supplémentaires sont des Britanniques, des Canadiens anglophones, quelques Australiens. Et donc, parmi le peu qui reste, vous comprenez très bien que cette guerre est une guerre anglo-saxonne avec des forces supplétives destinées à justifier ça à la force du monde. Je regrette profondément que des fils de France soient impliqués dans cette aventure tragique. Et pour continuer, et en finir d'ailleurs, je dirais qu'il y avait une guerre précédemment qui était une guerre anglo-saxonne. Si l'on regarde le total des tués,
cette fois plus de 4200 en Irak. Nous trouvons en quantité des soldats américains, plus de 95%. Nous trouvons des soldats britanniques, quand même quelques centaines, et nous trouvons un pourcentage ridicule des puissances annexes. Et vous savez que ça a été l'honneur de la France de ne pas se mêler de cette agression contre le président Saddam Hussein, qui faisait tenir avec des moyens rigoureux, ça je ne le nie pas, un pays qui est parti dans les morceaux que l'on sait. On croit que la guerre d'Irak est finie. Tous les jours, il meurt des gens à Bagdad et ailleurs, entre chiites, entre sunnites, entre kurdes, entre turcophones, entre tout ce qu'on veut. Merci l'Amérique qui détruit les puissances régionales. Hein, apparemment, ça ne rétablit pas la paix. Voilà. Alors, ce qui signifie qu'au stade actuel, eh bien, les Américains, pour leurs guerres, qui ne sont pas nécessairement les nôtres, peut-être qu'on me prouvera le contraire, je ne sais pas, n'ont besoin ni de nos matériels, ni de notre sang en abondance, juste à titre quasi symbolique. Comme on le voit d'ailleurs quand on pense au matériel dont sont équipées les forces françaises en Afghanistan, ce qui est un scandale, soit dit entre parenthèses. Bon, en revanche, le sol de l'Europe les intéresse, de même que ces cieux pour les autorisations de survol. Les Irakiens en savent quelque chose. Nous n'avons pas participé à la guerre d'Irak, mais les avions de bombardement anglo-américains partaient tranquillement de France et traversaient nos cieux avec la bénédiction de nos autorités. À part ça, nous ne participions pas à la guerre, mais il fallait que j'apporte un bémol à ce que je disais tout à l'heure. Bon. Alors, de sorte qu'il se dégage d'emblée deux conclusions, pas 36, pour ne pas être entraînés dans leurs conflits, les conflits des États-Unis de l'Amérique et de la prétendue communauté des démocraties occidentales. Nous devons souhaiter et même exiger le départ de leurs troupes du sol européen. Alors, souvenons-nous de bien des choses et de savoir qu'en fait, ils n'ont jamais constitué une protection efficace contre une éventuelle agression de l'Union soviétique. Malheureusement, de par mes fonctions passées au gouvernement militaire français de Berlin, j'étais bien placé pour le savoir, parce que je savais que le jour où les troupes russes franchiraient la limite des deux zones occidentales et orientales de Berlin, je revêtais mon uniforme de sortie, ma fourragère, j'allais porter 2 bidons d'essence au dépôt d'essence à côté, on carbonisait tous les documents secrets et je partais en captivité avec mon général. Et d'ailleurs, toute l'Allemagne occidentale ne devait pas être défendue. Tels étaient les plans secrets de l'OTAN que je peux révéler aujourd'hui, puisque ça ne menace plus personne. Que je sache, aucun secret militaire n'est en cause. Mais je savais que je partais en captivité. Pour des mois, des années, je n'en savais rien. Tel était le rôle glorieux qu'on nous appelait à jouer. La seule utilité des troupes françaises à Berlin était de tirer sur la population de Berlin-Ouest si elle manifestait contre l'armée rouge rentrant dans la ville. Extraordinaire mais vrai. Tel était notre seul rôle. Et nous devions nous rendre et hisser le drapeau blanc dès que les Américains, les Soviétiques arrivaient. Excusez mon lapsus, il est quasi freudien. L'avenir prévisible des États-Unis devrait inciter à agir de plus en plus dans le sens du départ des troupes américaines d'Europe, en liaison avec les mouvements des nations européennes proches de nous, on en a vu un exemple tout à l'heure, et des peuples non constitués en État, il en est. Obama présente donc, toute chose considérée, le plus grave péril que jamais affronté les États-Unis d'Amérique. Ce qui signifie qu'il faut donc constituer de plus en plus sérieusement une réelle défense européenne. Oh, pas du tout, en souvenir de la communauté européenne de défense qui connut le sort, d'ailleurs à mes yeux justifié, qu'elle eut en 1954. Il s'agit de savoir que nous devons nous défendre nous-mêmes. Si nous prenons conscience de ceci et du jeu extraordinairement dangereux des États-Unis d'Amérique, eh bien, nous devons travailler à la constitution d'une armée qui défende l'Europe. Dieu merci, il y a suffisamment de traditions militaires dans ce pays. Il y a suffisamment de traditions militaires dans d'autres peuples européens pour que nous soyons capables de réfléchir à une défense au minimum confédérale, si ce n'est mieux coordonnée. Il n'y a pas de salut si nous nous fions à la défense de l'Europe par les États-Unis d'Amérique. Souvenons-nous de 1919 et du traité de Versailles et de ce qu'il devint, et souvenons-nous de ceux qui ont fait confiance à la parole des États-Unis d'Amérique. Souvenons-nous par exemple des Sud-Vietnamiens en 1975, pour citer cela. Voilà, c'est tout. Voilà.